Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je vais me présenter. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, cette vidéo, le titre de cette vidéo, c'est « Certaines caractéristiques identiques entre un pulsar en début de sa vie et les sphères célestes noires », donc partie 2. Certaines caractéristiques identiques entre un pulsar en début de vie et les... en début de vie et les sphères célestes noires qui sont davantage expliquées à cause de leur complexité. Elles sont celles qui suivent. Donc, extrait de texte de la partie 2 de 4 de l'article des trous noirs qui sont en réalité des sphères célestes noires sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, je dois revenir du fait que c'est très complexe, je dois revenir au premier rebord circulaire du mur gravitationnel sphérique. Et donc, pourquoi ce mur, en fait, existe à cause d'une combinaison de la force gravitationnelle attractive des sphères célestes noires et pulsars millisecondes en début de vie, donc de leur force gravitationnelle attractive qui est combinée à leur force gravitationnelle répulsive. Et donc, à une certaine distance de la sphère céleste noire ou du pulsar milliseconde en début de vie, le croisement de ces deux forces-là ont pour conséquence de produire un mur gravitationnel sphérique qui protège les sphères célestes noires de se faire enfoncer par des objets qui autrement entreraient en contact avec le 94e contenant flottant de la sphère céleste noire, qui est celui qui est le plus éloigné du centre de la sphère céleste noire. Et du fait que un pulsar milliseconde a perdu les 93 contenants flottants, ça n'empêche pas que du fait qu'il vient juste de naître, il y a quand même cette force répulsive et attractive qui sont les plus puissantes de tous les objets. Et donc, en début de leur vie, peut-être pendant le premier 2 millions d'années de leur vie. Mais par la suite, ils perdent ce mur gravitationnel-là, parce que leur force répulsive et attractive diminue à un tel point qu'elles ne sont plus capables de maintenir leur mur gravitationnel. Donc, ensuite, une capacité exceptionnelle et unique pour les sphères célestes noires de ne laisser aucune lumière et énergie s'échapper de leur zone circulaire d'engloutissement. Donc ça c'est connu, donc les trous noirs, en fait, qui sont en réalité juste la partie de la zone circulaire d'engloutissement d'une sphère céleste noire, c'est connu que la lumière ne peut pas s'échapper. Et donc, et c'est la même chose pour les pulsars millisecondes en début de vie, sauf que eux, ça n'est pas visible du fait qu'un pulsar milliseconde en début de vie, il rayonne comme une étoile. Et comme l'étoile la plus forte, qui a le rayonnement le plus fort, du fait qu'elle est en début de vie. De sorte que par la suite, un pulsar milliseconde, c'est connu, sa vitesse diminue jusqu'à atteindre celle d'une rotation par seconde, ce qui a pour conséquence de faire en sorte qu'il devient un pulsar. Et par la suite, sa vitesse de rotation continue de diminuer et toutes ses forces, jusqu'à devenir une étoile blanche, une étoile bleue, ensuite une étoile blanche, ensuite une étoile jaune, ensuite une étoile orange, rouge, brune et finalement une étoile noire qui cesse de tourner sur elle-même, tellement elle a perdu de vitesse et qui cesse d'être gravitationnelle, du fait qu'elle devient morte. À partir du moment où elle cesse de tourner sur elle-même, elle devient complètement noire
et elle n'a plus de force gravitationnelle et elle cesse de tourner sur elle-même. Et donc 20, une capacité exceptionnelle et unique pour les sphères célestes noires de ne laisser aucune lumière s'échapper de leur zone circulaire d'engloutissement. Donc, parce qu'à l'intérieur, à cause de l'interaction de la force attractive, donc que j'avais expliqué, et de la force... OK. Et donc, ça, c'est ce qui concerne juste la zone circulaire d'engloutissement. Je reviens là-dessus. Elle fonctionne grâce à une force attractive d'insertion qui est la plus puissante pour les sphères célestes noires et durant toute leur vie, et qui est la même pour celle des pulsars millisecondes en début de vie, ainsi qu'à l'interaction des lignes magnétiques entrantes considérablement puissantes au niveau de leur zone circulaire d'engloutissement, qui est au niveau de leur pôle magnétique négatif. Et donc, et peut-être à cause de l'interaction des deux. Logiquement, c'est sûrement dû à l'interaction de ces deux éléments, donc leur force attractive d'insertion et leurs lignes magnétiques entrantes, qui sont considérablement puissantes. 21, donc la vitesse d'absorption qui est la plus puissante, sans retenue apparente au niveau de sa zone circulaire d'engloutissement, de son pôle magnétique négatif. Et ça, dans le cas des petites sphères célestes noires, comme notre petite sphère céleste noire antérieure, c'est une bonne chose parce que cela a permis la naissance d'un petit pulsar milliseconde nain qui s'est transformé jusqu'à notre Soleil actuel, qui est une étoile naine jaune. Et donc, grâce à cette vitesse d'absorption qui est très puissante et sans retenue, c'était une excellente chose pour qu'à la suite d'une absorption d'une trop grande quantité de matière qui était suffisamment liquide et suffisamment refroidie, qui a permis l'éclatement en surface de notre petite sphère céleste noire antérieure pour permettre la naissance de notre petit pulsar milliseconde nain et son éclatement en surface et ensuite en une explosion relativement faible en nova. Cela a fragmenté les 93 autres contenants flottants de notre petite sphère céleste noire antérieure. Et donc, tous ces débris-là se sont envolés pour ensuite former les 4 planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et une partie des astéroïdes de la ceinture principale. Sans quoi, la formation d'un système planétaire ou d'un système solaire, ou de notre système solaire n'aurait jamais pu être possible. Et ça n'a rien à voir avec l'hypothèse de la nébuleuse solaire qui ne peut pas exister, parce qu'elle rencontre beaucoup trop de difficultés, donc, et elle est totalement illogique par rapport aux lois de la physique. Et parce qu'elle ne respecte aucune loi de la physique ou de l'astrophysique, donc. 22. La vitesse interne de stockage, justement, dans le cas des petites sphères célestes noires, comme notre petite sphère céleste noire antérieure, leur vitesse interne de stockage n'est pas assez rapide. Et grâce à ça, ça permet la naissance d'un système planétaire et de notre système solaire. Donc, c'est une excellente chose. Par contre, dans le cas des sphères célestes noires supermassives et des magnéteurs, c'est impossible, ils ne peuvent pas éclater en surface à cause d'une absorption trop grande de matière liquide, suffisamment liquide et suffisamment froide. Parce que du fait qu'elles sont géantes, elles n'ont pas l'occasion d'absorber des étoiles noires plus géantes qu'elles. Et même si elles sont plus géantes qu'elles, les sphères célestes noires supermassives et magnéteurs, qui sont des pulsars millisecondes géants, ils ne peuvent pas éclater parce qu'ils sont trop puissants. Donc, et tout ce qui se produit dans ces cas-là, c'est de l'éjection de matière trop importante par leur zone circulaire de sortie d'urgence, mais aussi par leur zone circulaire d'engloutissement. Et pourquoi? Parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène? Bien, c'est une sphère céleste noire qui est voisine
du magnétar ou d'une sphère céleste noire qui est au centre d'une galaxie et qui est cachée derrière, derrière le nuage de poussière. Donc, et donc, le fait que les sphères célestes noires ont une vitesse de rotation de 716 rotations par seconde ou plus, bien, leur absorption, ça leur permet de pouvoir absorber toute la matière d'une autre sphère céleste noire. Et c'est la raison pour laquelle une telle absorption aussi rapide ne peut pas être contenue par une sphère céleste noire géante ou supermassive ou un magnétar géant ou supermassif. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des jets astrophysiques de matière du deux côtés de leur axe de rotation. Donc, de leur côté où se trouve leur zone circulaire d'engloutissement et à l'opposé de leur axe de rotation, l'endroit où se trouve leur zone circulaire de sortie d'urgence. Donc, c'est cela qui peut expliquer logiquement, et pour moi, c'est jusqu'à maintenant la seule explication logique qui puisse expliquer la formation de ces jets astrophysiques d'une telle puissance et d'une telle longueur. Sinon, grâce à l'absorption très rapide de matière chaude, aussi, c'est extrêmement important. Une sphère céleste noire qui est en bonne condition, elle a la température la plus élevée de tous les objets de l'univers et la même température que celle d'une sphère céleste noire ou celle d'un magnétar. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette absorption de matière, de cette quantité extraordinaire de matière liquide extrêmement chaude, et aussi chaude que les sphères célestes noires ou les magnétars, c'est ça qui explique pourquoi il y a des productions de jets, comme dans le cas d'une sphère céleste noire ici, ce qui est certain, et ici, qui peut être une sphère céleste noire ou un magnétar supermassif. Et donc, du fait qu'ils ont la même température, cela a pour conséquence qu'un magnétar ou une sphère céleste noire ne peut pas éclater en surface. C'est impossible. Et donc, la seule façon de s'en défendre d'une trop grande absorption, c'est de produire des jets qui sortent à partir de sa zone circulaire d'engloutissement. Et donc, dans ce cas-ci, sa zone circulaire d'engloutissement devrait être en bas et sa zone circulaire de sortie d'urgence dans le haut de cette sphère céleste noire. Et donc, parce que le nuage se trouve à cacher la sphère céleste noire qui est derrière le nuage. Et du fait qu'elle est noire, elle ne peut pas... Si la sphère céleste noire était devant le jet, on pourrait la voir. On pourrait la voir se faire dévorer. Mais elle est cachée derrière le nuage circulaire de poussière. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que la vitesse interne de stockage n'a pas d'importance pour les sphères célestes noires supermassives ou magnétars supermassifs. Et donc, un deuxième rebord circulaire du mur qui est celui qui sert à permettre à la zone circulaire de sortie d'urgence de pouvoir se manifester avec les lignes magnétiques sortantes de la sphère céleste noire ou du magnétar. Donc c'est ça. Donc, la zone circulaire de sortie d'urgence, elle existe grâce à la zone circulaire, grâce au rebord du mur, un deuxième rebord du mur gravitationnel qui se situe au niveau de son pôle positif. Et donc, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle la sortie d'urgence se situe elle aussi au niveau du pôle magnétique positif d'un magnétar ou d'une sphère céleste noire. 24. Donc, la vitesse d'expulsion externe au niveau de sa zone circulaire de sortie d'urgence, elle est extrêmement rapide grâce à l'absorption extrêmement rapide de matière qui provient d'une sphère céleste noire. Donc, donc ici, il demeure possible que derrière ce disque circulaire de poussière, qu'un magnétar se trouve à se faire dévorer aussi. Ça demeure possible aussi. Compte tenu du fait qu'il serait caché par le disque de poussière ou le nuage circulaire de poussière.
Donc voilà. Et donc la vitesse d'expulsion longiligne externe au niveau de sa sonde circulaire de sortie d'urgence ou de sa sonde circulaire d'engloutissement, ben, elle s'explique de cette façon-là. Et de façon très logique. Donc tous les concepts, toutes les théories qui font partie de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, ils s'expliquent tous par et indépendamment des situations ou phénomènes étranges et surprenants de l'univers comme ces deux phénomènes, tous mes concepts s'expliquent par des relations de cause à effet physique et ou astrophysique. Et en aucune circonstance, ils ne peuvent s'expliquer par une pensée magique mathématique accommodante, naïve et délirante. Ou, en aucune circonstance, elles ne peuvent s'expliquer par une autre forme de pensée magique, accommodante, naïve et délirante. Donc voilà, et cela est la raison pour laquelle j'ai réussi à décoder tous les mystères de l'univers rencontrés jusqu'à maintenant. Donc merci pour cette vidéo et à la prochaine vidéo.